Bonjour, chronique un peu enrhumée aujourd'hui, mes excuses. Chronique bande dessinée, manga. Manga de science-fiction et je dirais probablement d'horreur aussi, puisque je vais vous parler du tome 2 de Blame de Tsutomu Nihei dans sa réédition de luxe toute récente. Le titre original est Buramu, du coup je sais pas si on doit prononcer Blame en fait en français. C'est traduit du japonais par Johan Leclerc, c'est publié aux éditions Glénat dans la collection Seinen Manga. La BD a originellement été publiée au Japon entre 1998 et 2003-2015 pour le volume, 2019 pour cette édition française, cette réédition française, et ce deuxième volume fait 373 pages. Retour à Blame donc, le manga culte de Nihei Tsutomu, dans sa récente réédition de luxe chez Glénat, avec ce grand format si appréciable pour s'immerger totalement dans les planches virtuoses dépeignant la mégastructure, plus précisément avec le tome 2 sur 6 prévu, sachant que le tome 3 sortira en principe dans une dizaine de jours. Le premier volume m'avait collé une sacrée baffe, en même temps qu'il m'avait déstabilisé, ce qui généralement est plutôt une bonne chose. Le dessin tout en effet d'échelle, la narration mutique, l'absence de scène d'exposition de quelque ordre que ce soit, tout cela contribuait à rendre ce tome 1 passablement cryptique, et une deuxième lecture s'était avérée précieuse pour ordonner un peu tout ça. Ce trait caractéristique demeure dans le tome 2, mais sur un mode un chouïa atténué. L'environnement comme le périple de Kili sont toujours plutôt obscurs ou hermétiques, mais avec la longue mise en place du premier tome, certains aspects, sans certes devenir limpides pour autant, sont désormais au moins vaguement de l'ordre du compréhensible. Je suppose que cela doit beaucoup à ce que ce tome 2 est beaucoup moins elliptique que le premier. En effet, là où celui-ci consistait essentiellement en séquences juxtaposées sans vrai liant, avec des rencontres de passage qui ne se prolongeaient pas outre mesure, une narration plus construite se dégage désormais, notamment du fait que Kili n'arpente plus seul les niveaux interminables de la mégastructure. À la fin du premier volume, en effet, Kili a fait la rencontre de Shibo, une scientifique au passé un peu trouble, forcément. Le périple n'est dès lors plus solitaire, car les deux personnages voyagent désormais ensemble. Et si Kili demeure essentiellement taciturne, le simple fait d'avoir une compagne de voyage implique davantage de dialogue. La narration mutique du premier volume persiste dans les grandes lignes, mais sur un mode donc un tantinet atténué. Les phylactères me paraissent à vue de nez au moins 2 fois plus nombreux que dans le tome 1, qui était particulièrement extrême à cet égard. Et un troisième personnage les rejoint bientôt, Sana-kan, qui a ici un rôle de premier plan, et contribue largement, là encore, à faire basculer le récit de la SF crasseuse et angoissante à l'horreur pure et simple. Par ailleurs, et c'est lié, ce tome 2 commencera à dévoiler quelques éléments concernant la nature de Kili lui-même, ou son passé. Et enfin, les communautés rencontrées par les voyageurs ne sont plus nécessairement évacuées dans le sang et les explosions sitôt apparues. Kili et ses compagnes rencontrent ainsi un village dont les habitants sont de petite taille et qui survivent tant bien que mal à proximité d'un immense chantier qui a pour eux quelque chose d'un mystère d'essence religieux. C'est que ces humains ont oublié beaucoup de choses. Ils ne savent plus fabriquer les redoutables armes qu'ils utilisent pour leur défense, des sortes de harpons, et ils ne savent pas lire les idéogrammes qui apparaissent çà et là à proximité des industries. Shibo, elle, en est parfaitement capable, ce qui chamboule la vie de la communauté. On s'en doute cependant, cette révélation aura son coût, et l'utopie tant souhaitée avec ses mystères réclamera son lot de cadavres. Mais cela tient aussi à ce que les conflits endémiques à la mégastructure deviennent un tout petit peu moins hermétiques, car le tome 2 se montre ici plus formel, disons, que le tome 1. 2 factions, au moins, il y en a probablement une troisième, s'opposent en effet. De toute éternité ? Il y a d'une part l'agence gouvernementale qui est intimement liée à la mystérieuse Netsphère. Elle entend contenir la croissance folle de la mégastructure, mais a besoin pour cela d'humains se connectant à la Netsphère en disposant des gènes adéquats, ce qui ne se produit tout simplement plus depuis longtemps à ce stade. L'agence gouvernementale est ainsi liée à la quête de Kili, à la poursuite de gènes d'accès réseau. Le problème, c'est que l'absence de ces gènes favorise la prolifération des contre-mesures attachées à la perpétuation de la mégastructure et de sa croissance folle. Les objectifs des deux factions s'avèrent donc radicalement antagonistes et irréconciliables. Or, les humains sont pris entre les deux feux, ainsi que nos voyageurs. Les contre-mesures sont clairement du côté de l'horreur. Pour autant, je crois que cette opposition fondamentale ne devrait pas être lue au prisme de l'eschatologie, disons. Les choses sont plus complexes que cela et nos héros seront le meilleur vecteur de cette prise de conscience. Par ailleurs, la vie au sein de la mégastructure n'est pas entièrement dépendante de cet affrontement et peut-être surtout le développement de la ville via les contre-mesures, mais aussi de manière plus éloquente via les titanesques bâtisseurs, décidément très chogottes en ce qui me concerne. Le développement de la ville donc ne saurait véritablement être envisagé selon une lecture d'ordre moral. C'est bel et bien toujours l'absurde qui domine,
et il serait trop réducteur, je crois, d'envisager sous un jour unilatéralement négatif, quand bien même il constitue à n'en pas douter un moteur essentiel du malaise, de l'angoisse, voire de l'horreur qui suinte littéralement de ces pages. J'imagine que certains lecteurs pourraient regretter que Nia Tsutomu, dans ce tome 2, explicite un peu plus aussi bien son univers que ses personnages. Une opinion qui se tiendrait parfaitement. L'abstraction absurde et elliptique du premier tome en constituait probablement une force, même si une deuxième lecture pouvait être dans l'ordre des choses pour vraiment apprécier ce que nous racontait l'auteur. Cependant, je crois quant à moi que Niei a su doser ses révélations tout en conservant l'ambiance hermétique du premier volume, et a ainsi atteint une forme d'équilibre que je trouve appréciable. Mais bien sûr, ce tome 2 de Blame brille probablement surtout, ou en tout cas de manière plus immédiatement saisissante, par son graphisme tout bonnement exceptionnel. La mégastructure est toujours aussi bluffante dans sa démesure, d'autant que les industries mystérieuses que tentent d'explorer les personnages permettent d'en rajouter une couche, là encore dans les effets d'échelle, mais aussi d'autres manières, par exemple en jouant sur la gravité, et on pense plus que jamais à Escher. Mais il faut aussi prendre en compte ces créatures toutes plus étranges que les autres, dont la nature biomécanique renvoie plus que jamais à Giger outre Möbius, et à Clive Barker en prose, avec aussi un peu de Lovecraft décidément. La démesure est là aussi de la partie qui produit des planches hallucinées et hallucinantes que le grand format de cette réédition de luxe sublime de manière très appréciable. Les combats sont toujours très présents, mais là encore je crois que Nia Tsutomu est parvenu à une forme d'équilibre dans ce tome 2, d'autant qu'ils me paraissent un peu plus lisibles à vrai dire. Le cadrage dans ces séquences d'action est toujours aussi génial, et la dynamique davantage palpable à mes yeux. L'auteur succombe peut-être parfois à quelques gimmicks, on ne compte pas les cases où Killy est emporté par le recul de son arme, mais le résultat est de toute beauté, véritablement fascinant. Ce deuxième tome, même sur un mode un peu différent, s'avère donc à la hauteur du premier. Au moins, je me suis régalé à sa lecture et j'ai presque autant apprécié, à vrai dire, d'y revenir après coup en l'envisageant cette fois comme un artbook. Hâte donc de passer à la suite avec le troisième tome très bientôt.